Dans ma vidéo sur les préparatifs de l'arc final, j'avais dit que j'étais impatient de voir la suite au vu des promesses qui ont été faites par Kishimoto. La réunion des 5 Kage, l'entraînement de Naruto pour le chakra de Kyuubi, le plan de Toby pour le Tsukuyomi infini, tout ça promettait énormément de grandes choses pour cet arc final, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser aux différentes critiques envers la 4ème grande guerre ninja. Si autant de personnes considèrent cette guerre comme un arc raté, ou dans le meilleur des cas incomplet, il devait bien y avoir une raison et je pense que ça a un peu influé sur ma lecture. J'ai eu un peu peur du moment où tout allait basculer, mais pour les arcs dont je vais parler aujourd'hui, je dois bien admettre que je n'ai pas vu de problème en particulier. Les premières batailles de la 4ème grande guerre marquent le retour de certains personnages que j'ai aimés et bouclent le développement de certains personnages antagonistes comme protagonistes. Comme dans toute guerre fictive ou non, les affrontements se dispersent en plusieurs endroits. Mais le but final reste le même, la capture de Naruto et l'extraction de Kyuubi. La tension monte très vite et j'ai été pris dans la narration, tant pour les combats que pour le reste. Mais avant d'en parler, il faut que je sois totalement franc avec vous. Pour pouvoir parler correctement de la 4ème grande guerre ninja, j'ai estimé qu'il fallait lire l'arc dans son intégralité avant. Donc aujourd'hui, presque 2 ans après le lancement de ma relecture de Naruto et de ma quête dans le but de combler mon énorme manque de culture, je peux enfin vous l'annoncer, j'ai lu l'intégralité des 700 chapitres de Naruto. Je sais donc comment je vais découper mon avis sur la 4ème grande guerre. On va parler aujourd'hui des différents fronts, de la quête de sens de Sasuke, du développement final de Naruto et enfin du premier assaut contre Toby, et la prochaine vidéo sur Naruto sera la toute dernière, avec la bataille finale, avec les révélations qui vont avec, la fin de la rivalité Naruto-Sasuke, et les derniers chapitres qui servent de séquelles et d'introduction à Boruto. Je ne sais pas quand est-ce que cette suite arrivera, mais pour une conclusion je vais essayer de faire ça le mieux possible. En attendant, je vous invite à suivre les TikTok que je publie chaque semaine, et qui tracent petit à petit mes impressions sur ma lecture. Bref, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, on peut passer au plus intéressant, le début de la 4ème grande guerre ninja, et donc de la fin de Naruto. Pour rappel, Kabuto et Toby ont lancé un sort interdit, l'Edo Tensei, qui a comme fonction de ramener les morts à la vie. C'est ainsi que les antagonistes se forment une armée pour contrer l'alliance Shinobi, et les différentes batailles sont marquées par les interactions entre les alliés et leurs anciennes connaissances. Divisons le récit selon les différents fronts. Un personnage que je trouvais un peu trop en retrait depuis un moment revient un peu sur le devant de la scène, Sai revoit son frère qu'il n'a pas vu depuis des années, quand le personnage a été introduit, une petite histoire nous a été racontée en parallèle, le garçon qu'il considérait comme son grand frère n'a jamais pu voir son dessin terminé. C'est une petite intrigue qui n'a jamais été développée par Kishimoto, la preuve on n'en entend plus jamais parler après l'arc du retour de Sasuke, donc on va pas trop s'attarder dessus. Je trouve que c'est un moment un peu sympa pour le personnage, mais encore une fois c'est pas très important. Et c'est un peu dommage pour le personnage de Sai, parce que je pense qu'il n'a clairement pas été assez développé tout au long de la deuxième partie, et pourtant il y avait plein d'occasions de le faire. C'est un personnage qui manque cruellement d'empathie, il a du mal à comprendre le comportement humain, et pour ne rien arranger, il prend la place de Sasuke au sein de l'équipe 7. Autant pour les personnages que pour nous les lecteurs. Peut-être qu'il aurait dû avoir un meilleur sort dans le manga pour que la scène avec son frère me touche vraiment. En ce qui concerne Kiba, il affronte Sasori et ce combat a pour but de montrer qu'il a surpassé son mentor. Il a fait beaucoup de progrès et il arrive à le vaincre, mais encore une fois je ne l'ai pas assez vu pour que ça m'ait marqué plus que ça. Pour terminer sur ce front, mention spéciale à Omoi, qui a carré une partie du combat en plus d'avoir un certain flow. On va passer à un endroit déjà nettement plus intéressant, le combat de Kakashi contre Zabuza et le reste des 7 ninjas spadassin de Kiri. Les retrouvailles des 2 anciens ennemis est mine de rien assez nostalgique, autant pour eux que pour moi. Zabuza est le réel premier antagoniste de Naruto, et c'est grâce à lui que le héros trouve son Indo. Leur petite discussion ajoute un tout petit moment de légèreté avant l'affrontement, notamment parce que Haku sait enfin à quel point il est important pour son équipier. Il sait enfin qu'il est bien plus qu'un objet, et mine de rien ça fait du bien qu'il le sache. Personnellement ça m'a donné l'impression que l'histoire du premier arc trouve une conclusion un peu plus heureuse dans sa fin tragique. La première partie du combat est difficile pour les héros, les spadassins sont redoutables et on comprend pourquoi le village de Kiri avait une aussi effroyable réputation au début de Naruto. Ils ne font aucun cadeau à l'alliance mais cette dernière leur rend bien, après quelques échanges Kakashi finit par achever son ancien ennemi, non sans leur témoigner un profond respect. Pour le coup, là je trouve que le retour de ces personnages est plus que réussi. J'avais entendu les critiques concernant le fanservice, et le retour des personnages aimés des fans. Mais en ce qui concerne Haku et Zabuza, bah j'ai rien à dire. C'est un passage que j'ai trouvé extrêmement touchant, et je suis très content que ces personnages, bien qu'anecdotiques comparés à l'immensité du reste du manga, aient enfin trouvé une conclusion un tant soit peu heureuse. Le front où se trouve Shikamaru et Neji marque le retour d'Asuma, mais aussi de la présentation de persos qu'on a vu que rapidement jusque-là, comme Darui, l'apprenti du Raikage. Ce dernier affronte les 2 frères d'or et d'argent, et honnêtement j'ai trouvé que c'était un peu n'importe quoi ce combat. Ça m'a pas dérangé plus que ça parce que les répercussions sur l'intrigue sont quasi nulles, mais l'histoire des 2 frères qui sont restés à l'intérieur de Kyuubi et qui ont mangé une partie de lui, on va pas dire que je suis rentré dans l'histoire. L'équipe de Shikamaru revoit son ancien maître, mais encore une fois ça permet à Kishimoto d'apporter une fin heureuse en les faisant interagir avec un personnage qu'il n'était censé jamais revoir. Je vais pas me répéter à chaque fois que ça arrive, je trouvais pas que c'était une mauvaise idée,
D'autant plus que j'ai dit il y a 1 minute que ça avait été bien fait dans certains cas, mais c'est vrai que le procédé est un peu répétitif quand on prend un peu de recul. Pour terminer sur tous les fronts de la 4ème Grande Guerre Ninja, on va passer à ce qui est mon passage préféré, avec mon personnage préféré. Gaara et le Tsuchikage dirigent les troupes et devront faire face à d'anciens dirigeants de village, et parmi eux le père de Gaara, le responsable de sa condition de réceptacle, et par conséquent de son isolement depuis son enfance. Mais l'actuel Kazekage a bien changé depuis le début de Naruto, et il est déterminé à tout faire pour protéger son village. Il est maintenant un homme en paix avec lui-même, et il va montrer de quoi il est capable. Malgré l'absence d'Ichibi, Gaara se débrouille plutôt bien quand on prend en considération ses ennemis. Mais le plus important, c'est les révélations du père de Gaara. Il lui a menti en lui disant que sa mère ne l'aimait pas, et le fait que Gaara apprenne la vérité à ce sujet finit définitivement d'achever le développement de ce personnage que j'aimais déjà beaucoup. Et là, Kishimoto a fait très fort en terminant ce passage par la page simple de Gaara qui pleure, c'était vraiment un moment incroyable. Seulement, les fronts n'étaient absolument pas prêts pour l'ennemi qui allait leur tomber dessus. Alors que tout le monde pensait que la première victoire de la guerre était de leur côté, ce qui pouvait arriver de pire débarqua sans que personne ne puisse le prévoir. Une légende du monde ninja arrive pour tous les anéantir, Madara Uchiwa. Je ne vais pas appuyer sur l'importance de ce personnage dans cette guerre, et ça pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai choisi de le faire dans la vidéo qui traitera de la 2e moitié de la guerre, parce que c'est définitivement là qu'il est le plus actif. Et la deuxième, c'est que je l'ai déjà un peu fait dans les shorts et les TikTok de ma lecture. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Mais quoi qu'il en soit, son apparence bouleverse le peu de certitude qu'on avait concernant les antagonistes. On était sûr que la personne derrière Toby était Madara, mais maintenant on sait que c'est faux. Alors qui est ce fameux homme au masque ? J'ai trouvé que ce plot twist était extrêmement bien amené, parce qu'il n'y a quasiment aucune transition entre la situation des héros avant qu'ils n'arrivent et le moment où c'est le cas. On peut même avoir l'impression qu'il a juste spawn en face de tout le monde, et cet effet permet de nous saisir autant que les personnages le sont. Donc vraiment je trouve que Kishimoto a très bien joué son coup sur cette scène. Mais pendant que les héros essayent de gérer un des ninjas les plus puissants qui soit, nous on va se tourner sur ce que fait l'éternel rival de Naruto. Après sa rencontre avec Naruto, Sasuke essaye toujours de trouver un sens aux actes de son frère. Comment un homme peut être motivé au point de donner sa vie et de trahir les siens au profit de la sécurité générale? C'est avec ce genre de questions que l'héritier des Uchiwa va faire une rencontre avec laquelle il ne s'attendait pas. Itachi fait partie des ninjas ressuscités grâce à l'Edo Tensei et après avoir rencontré Naruto, il part à la recherche du lanceur du sort, Kabuto. Sasuke va le croiser purement par hasard, mais c'est peut-être ce qui va changer à tout jamais son point de vue sur les choses. Ils seront très vite obligés de faire équipe pour affronter Kabuto, qui marche plus que jamais sur les traces de son ancien maître. On peut même dire qu'il est plus fort qu'Orochimaru, puisqu'il maîtrise le mode ermite, chose que ne pouvait pas faire le ninja du trio légendaire. Plus qu'un serpent, Kabuto projette de devenir dragon, et il est allé très loin pour arriver à ce résultat. Il en deviendrait presque un antagoniste légendaire, s'il n'avait jamais croisé la route d'Itachi. Dans mes shorts, j'avais émis l'hypothèse que si Itachi était réellement malfaisant, Naruto n'aurait pas dépassé la 30aine de chapitres. Il le prouve encore une fois en faisant la démonstration d'une technique incontrable, l'Izanami. Une fois lancé sur Kabuto, Itachi l'enferme dans une boucle temporelle, et tant qu'il n'a pas accepté son destin, il n'en sortira jamais. C'est probablement la technique de Genjutsu la plus puissante qui n'ait jamais existé, et il fallait au moins ça pour se débarrasser d'un monstre pareil. En revanche, tant qu'on parle de Kabuto, je pense qu'il est important de parler de son flashback. Même si la quête d'identité du personnage est une thématique qui est intéressante, je trouve que cette histoire nous est racontée bien trop tard pour un perso qui nous a été introduit au tout début du manga. Ça doit faire près de 600 chapitres qu'on connaît Kabuto, mais on ne sait pourquoi il fait ça que maintenant et je trouve que c'est trop dommage. Mais bref, il est vaincu, et ça signifie que tous les ninjas qui ont été ramenés repartent dans l'au-delà, à une exception près. Sasuke a peut-être un début de réponse à ces questions après les adieux à son frère, mais pour en être sûr, il doit revenir là où tout a commencé, il repart à Konoha. Après avoir fait revenir Orochimaru, à travers ce que j'estime être un plot twist un peu sorti du chapeau, Sasuke revient à l'endroit où il a grandi. J'aime beaucoup le parallèle entre cette double page et celle du retour de Naruto au début de la seconde partie. C'est un peu bateau, mais ça fonctionne bien pour montrer leur opposition. S'il se rend là-bas, c'est pour visiter les 4 anciens Hokage, ils sont revenus grâce à Orochimaru dans le but de lui donner les potentielles réponses qu'il cherche depuis la mort de son frère. Hashirama décide de jouer carte sur table et de lui raconter toute l'histoire de Konoha, exactement comme elle s'est déroulée. Tout a commencé par l'évolution de la relation entre le premier Hokage et Madara Uchiwa. Ils étaient initialement ennemis avant de finalement faire la paix et de fonder le village ensemble. Mais l'ambition de Madara a pris le dessus, et la guerre entre les deux clans était finalement inévitable. Ils se sont battus au même endroit que Naruto et Sasuke, et c'est Hashirama qui l'a emporté. Mais des décennies plus tard, la vision du premier Hokage a influencé certains membres du camp d'en face. Itachi a suivi cette voie et a préféré les intérêts de son village à ceux de sa famille, parce que c'était la solution la plus bénéfique à long terme. Se placer du côté des Uchiwa aurait fait des dégâts dans les deux camps, et beaucoup plus de victimes auraient pu être comptabilisées. C'était un choix douloureux, mais au final assez pragmatique selon moi. Sasuke a pris sa décision, il va rejoindre la grande bataille qui a lieu en ce moment même, et protéger Konoha.
La tournure de son histoire est très intéressante et j'ai hâte de vous parler de son entrée dans la guerre. Mais en attendant que ça arrive, on va revenir vers le protagoniste du manga. C'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début de cette vidéo, mais pourtant c'est dans cet arc qu'il va révéler son plein potentiel. Au début de son entraînement avec Killer Bee, il a commencé à comprendre comment se servir du chakra de Kyuubi, et après s'être échappé de l'île où il était enfermé pour sa protection, on ne peut que remarquer qu'il est de plus en plus en phase avec Kyuubi. La situation l'y pousse un peu, parce que le fait d'être parti pour assumer ses responsabilités en tant que protecteur de Konoha, fait qu'il va se retrouver en première ligne face aux réceptacles qui ont été transformés par Toby. Et se confronter aux autres bijus va le pousser dans ses derniers retranchements. En parallèle du combat, Hachibi et Kyuubi communiquent et échangent leurs points de vue radicalement différents sur l'humanité. Hachibi a décidé de croire en elle, alors que Kyuubi y est complètement hostile. Néanmoins, il finit par reconnaître la valeur de son hôte, et ils décident enfin de se faire confiance mutuellement. La nouvelle apparence de Naruto est encore plus belle que la précédente, et il est capable d'utiliser l'attaque signature des démons, l'orbe du démon à queue. Naruto devient de plus en plus puissant, parce qu'il est complètement en paix avec lui-même. Après les révélations de sa mère concernant l'histoire autour de sa naissance, Naruto maîtrise maintenant sa facette la plus sombre, celle qui le hantait depuis le début du manga. Mais plus que se connaître lui-même, il connaît maintenant mieux son démon intérieur, puisqu'il apprend son véritable nom, Kurama. Je considère que c'est la dernière brique qui manquait pour la construction de ce protagoniste, et même s'il peut encore faire des progrès en ce qui concerne le combat pur, je pense qu'au niveau de sa mentalité, il a parfaitement les épaules pour enfin accomplir son objectif ultime. En revanche, tout ça c'est bien beau, mais la bataille continue de faire rage. Et toujours accompagné de Guy, Kakashi et de Killer Bee, Naruto continue de se battre contre Toby. Les deux ont partagé leur vision du monde durant tout l'affrontement. Naruto s'obstine à vouloir connaître la véritable personne qui se cache derrière ce masque, alors que son adversaire s'obstine à dire qu'il n'est personne. Toby ne se considère que comme un outil pour le projet de plonger le monde dans l'illusion permanente. Lorsque Kakashi trouve la faille, on apprend que sa pupille et celle de Toby sont mystérieusement reliées, ce qui est un indice à ne pas prendre à la légère concernant sa véritable identité. Et quand Naruto trouve enfin la faille pour le toucher avec un Rasengan, le masque tombe et son vrai visage apparaît. Depuis tout ce temps, la personne qui manigançait tout n'était autre qu'Obito Uchiwa. Je comprends mieux pourquoi les chapitres qui séparent les deux parties de Naruto concernaient le passé de Kakashi. Je pense que ce passage était loin d'être improvisé par Kishimoto. On est à l'aboutissement de tout ce qu'il a cherché à nous raconter depuis le début de cette seconde partie. Les raisons d'Obito pour vouloir renverser le monde sont très floues pour l'instant, mais ça on en parlera la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de cette première moitié ? Si on doit raisonner en termes d'histoire pure, du fond plus que de la forme, je trouve que c'est très intéressant. Même si l'aspect fanservice est plus que remarquable avec la résurrection d'anciens personnages, je trouve qu'on met plus en avant les batailles qui font rage plutôt que leur simple apparence. J'en veux pour exemple le combat du groupe de Kakashi contre les ninjas de Kiri, l'interaction entre les deux anciens ennemis était touchante avant tout, et ça rajoutait une touche de beauté au combat. Donc au final cet aspect ne m'a pas dérangé plus que ça. Les enjeux montent en puissance à un rythme plutôt régulier, le plan de Toby qui avance avec l'apparition de la grande statue sur le champ de bataille, l'arrivée des Zetsu blancs qui sèment la discorde, les progrès d'alliés comme Gaara, ou même la transformation finale de Naruto, tout ça permet de maintenir une certaine tension, et à ce moment, je sentais déjà que ça allait se terminer de façon épique. En revanche, si on doit parler de la forme du récit, je vais peut-être pouvoir émettre une vraie critique à la 4ème Grande Guerre Ninja. Oda pourra vous le dire, faire un arc de guerre, c'est pas simple du tout. Il faut gérer une grosse poignée de personnages, qui font certaines choses en simultané, tout en faisant en sorte que le lecteur garde tous les enjeux à l'esprit. Je vous passe tous les détails, mais c'est une grosse galère. Et pour cet arc final, j'ai quand même ressenti que le rythme des intrigues était assez inégal, et qu'elles pouvaient tomber un peu n'importe quand. L'aventure de Sasuke commence un peu après le combat de Naruto contre les bijus, et il décide de rejoindre le combat juste après la révélation d'Obito. Peut-être qu'on aurait gagné à avoir deux intrigues complètes qui se suivent, sans d'autres choses qui s'entrecoupent, on aurait sûrement gagné en lisibilité. Mais malgré tout, je ne boude pas mon plaisir, cette première moitié était plus que satisfaisante, elle promet de grandes choses pour la suite, et j'ai très hâte d'enfin vous parler de la fin de ce manga légendaire. Merci à tous d'avoir regardé ce point sur Naruto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que j'ai pu dire, et surtout si vous êtes en désaccord avec quelque chose que j'ai pu expliquer, ça m'intéresse toujours de débattre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le montrer en likant, en partageant la vidéo, mais surtout à vous abonner si c'est pas fait. Objectif 2000 abonnés, je persiste à croire que c'est possible. Suivez-moi aussi sur mes autres réseaux, je mets tous les liens en description, et je vais essayer de me développer davantage là-bas aussi, mais en attendant merci d'avoir regardé la vidéo, merci de me suivre, et en attendant la prochaine vidéo, à la prochaine.